Bonjour, merci de votre accueil. Nous allons donc parler des langues de la littérature au Maroc. D'ordinaire, c'est à l'école que l'on apprend à écrire. On y apprend en effet l'orthographe des mots, les règles de grammaire, la syntaxe des phrases. On y lit aussi des textes à portée littéraire, dont des livres ou manuels illustrés. Et dans la foulée, on s'exerce timidement à rédiger des textes communément appelés composition ou rédaction. Rédaction qui deviennent plus tard des dissertations. Tout cela, vous le savez. Mais la caractéristique commune de ces travaux est que le sujet traité est toujours proposé par le maître, le professeur. Cet exercice de rédaction ne plaît pas à tous les élèves, mais quelques-uns s'y complaisent, surtout ceux qui sont faibles dans les matières scientifiques. De mon temps, le maître, rendant les copies corrigées, lisait en classe celle qui avait obtenu la meilleure note. Et c'était un moment de triomphe pour l'heureux élu. Or, sans que cet élève s'en aperçoive clairement, c'était déjà un écrivain. Qu'est-ce qu'une rédaction scolaire? Sinon un récit, un essai, une étude, sous une forme certes rudimentaire. Plus tard, cet élève désirera peut-être devenir un écrivain. Se posera alors la question du sujet à traiter. Écrire, pourquoi pas, mais sur quel sujet? N'étant plus sous l'autorité du professeur, le candidat à l'écriture se verra confronté à lui-même. Il s'efforcera alors d'imiter les écrivains qu'il a eu l'occasion de lire. Cependant, dans quelle littérature va-t-il s'intégrer? Car au Maroc, il y en a plusieurs, autant de littérature que de langues. Ceci étant, dans quelle langue écrira-t-il? Il en connaît deux, au moins deux. Sur laquelle va-t-il jeter son dévolu? En France, la question ne se pose pas. Ceci dit, il y a en France des langues régionales, il est vrai marginales, le breton, le provençal, entre autres. En Égypte non plus, la question ne se pose pas. Même si l'on peut citer quelques auteurs francophones. Edmond Jabès, Albert Kosseri. D'une façon générale, un futur écrivain égyptien est programmé pour écrire exclusivement en arabe. Il en est de même dans d'autres pays arabophones, en dehors évidemment du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et du Liban. L'apprenti écrivain marocain n'est pas sans ignorer qu'autour de lui, des auteurs écrivent en arabe, d'autres en français, en tamazight, mais aussi en espagnol, en anglais, en catalan même. Il se voit dans ces conditions obligé de choisir sa langue. Choisira-t-il vraiment? Dans la plupart des cas, il est déjà déterminé et n'a guère le choix. En premier lieu, il est sous l'emprise du type d'enseignement qu'il a suivi. Le lycée Descartes n'est pas le lycée Moulay Youssef, la formation n'étant pas tout à fait la même dans ces deux institutions. J'ai fait mes études secondaires au lycée Moulay Youssef. En second lieu, l'apprenti écrivain est conditionné par la langue dans laquelle il lit.
n'écrit-on pas dans la langue de ses lectures? L'écriture et la lecture ne sont-elles pas intimement liées? Mon exposé aurait pu s'intituler « Les langues de la lecture au Maroc ». C'est le même phénomène, le même sujet, ou presque. Il va sans dire que pour un écrivain, l'écriture dans telle ou telle langue implique des relations avec diverses instances. La maison d'édition qui le prend en charge, la librairie qui l'expose, librairie qui peut être arabophone, francophone ou mixte. L'écriture suppose également divers moyens de communication qui signalent l'apparition du livre et, éventuellement, en rendent compte. Elle inclut surtout le public, le lecteur visé, francophone pour une part, arabophone pour une autre. En bref, la relation n'est pas seulement entre un auteur et un lecteur, divers médiateurs, de nombreux intermédiaires s'interposent et participent chacun dans sa spécialité au jeu. L'apparition d'un livre est ostensiblement un événement où la solidarité, la familiarité, la famille, j'entends la famille linguistique, est de rigueur. C'est un monde, une scène où interviennent des acteurs différents selon la langue concernée, l'arabe ou le français. En réalité, l'observateur, peu au courant de la complexité de la situation, a l'impression d'être face à deux mondes, l'un francophone, l'autre arabophone. Deux mondes qui, le plus souvent, se tournent le dos, s'ignorent ou se croisent sans se voir. Je n'évoque ici que la littérature arabophone et francophone. Je laisse de côté la langue et la littérature amazigh. Je n'ai aucune compétence pour en parler. S'agissant des littératures arabophones et francophones, le désintérêt de l'une pour l'autre est remarquable. Indifférence due peut-être au fait que le lecteur, tout lecteur, s'attache essentiellement à une langue et à une seule. Et c'est contraint et forcé qu'il s'aventure dans une autre. Pas nécessairement. Ce schéma doit évidemment être nuancé. Je constate que l'intellectuel arabophone sait qu'il est de son intérêt de se tenir au courant de ce qui s'est dit en France, notamment dans le domaine de l'essai, des sciences humaines. Par ailleurs, il n'est pas rare que des écrivains écrivent dans les deux langues. Il en est ainsi de Abdullah al-Aroui qui rédige ses études et ses essais indifféremment en arabe et en français, mais compose ses romans exclusivement en arabe. Il serait intéressant d'examiner un jour de plus près les raisons de son choix de l'arabe pour le genre romanesque. D'entrée de jeu, l'écriture est, on le sait, une activité mimétique. On s'imprègne de ses lectures, on rêve d'être Balzac ou Tawfiq al-Hakim. À 14 ans, Victor Hugo a noté « Je serai Chateaubriand ou rien ». Il y a comme un pari dans l'entreprise qu'est l'écriture. Or, Victor Hugo savait à quel type de lecteur il s'adressait. Il écrivait en français pour des lecteurs qui avaient les mêmes références que lui et partageaient la même langue. Quant à notre apprenti écrivain, il sait qu'il ne s'adresse qu'à une partie des lecteurs, selon le cas, ceux de langue arabe ou ceux de langue française. On choisit, dans la mesure où on peut le faire, telle langue, et par la même occasion, on cible tel public. On est ainsi en présence de deux langues, deux types de lecteurs, de littérature. Quant à la dériza,
le dialecte arabe marocain. J'en dirai un mot tout à l'heure. Je serai amené aussi à nuancer mon propos sur la séparation entre les langues et, autant l'annoncer tout de suite, il n'y a pas de francophone pur ni d'arabophone pur. Mais procédons par ordre. Dans une certaine mesure, une littérature est une histoire de la littérature. La littérature s'accompagne de sa propre histoire. Évoquer la littérature française, c'est se représenter son histoire. Or, une histoire suppose un commencement, un point de départ, une origine, une aube, réelle ou imaginaire. On fait remonter la littérature arabe traditionnelle au mu'allaqat, les suspendus, les 10 poèmes pré-islamiques qui commencent par l'ode fameuse d'Imr'ul Qais, Kayfa Nabki. La littérature française s'inaugure, dit-on, avec la chanson de Roland, XIe siècle. Quand ce n'est pas avec les sermons de Strasbourg, texte qui date du 14 février 842 et marque, selon certains, l'acte de naissance de la langue française, 842. Ici se pose une question redoutable. Il existe une histoire de la littérature française. Que dis-je? Plusieurs histoires. Il y a pas mal d'histoires de la littérature française. Il en est de même de la littérature arabe. Est-il possible d'écrire une histoire de la littérature marocaine? Oui, dira-t-on. Mais sous quelle forme? Et surtout, dans quelle langue? Soit la littérature marocaine de langue arabe. À quelle origine l'accrocher? À quelle origine l'accrocher? Faut-il remonter au fameux discours Khutba de Tariq ibn Ziyad, débarquant dans la péninsule? Je me souviens avoir appris ce discours, cette khutba. Je l'ai appris, ce discours, par cœur à l'école primaire. Avec quel enthousiasme juvénile l'avions-nous accueilli? Mais les historiens, ces maîtres de la désillusion, nous disent que c'est sans doute une forgerie, une fausse attribution, qu'il n'est pas vraisemblable que Tariq l'ait prononcé. Du coup, voilà un beau mythe qui s'effondre. Que savons-nous, ou, pour limiter l'investigation, soyons modestes, que sais-je de la littérature marocaine d'avant le XXe siècle? Pas grand-chose. À peine quelques chefs-d'œuvre sur lesquels je me suis permis d'écrire. Le roman philosophique Hayy ibn Iqdan de l'Andalou ibn Tufayl, XIIe siècle. Le kitab At-Tashawwuf ila Rijal At-Tasawwuf d'Ibn al-Zayyad, XIIIe siècle. C'est un livre hagiographique, c'est-à-dire sur les saints marocains. Je pourrais citer aussi du XIVe siècle les voyages d'Ibn Battuta, les prolégomènes, la Muqaddima d'Ibn Khaldoun. Mais vous le savez, Ibn Khaldoun est un cas à part. Mentionnons aussi les Muhadarat d'Al-Yusi, XVIIe siècle. Une traduction de ce livre vient de paraître. Mentionnons du XIXe siècle des récits de voyages d'ambassadeurs ou d'émissaires marocains en Europe. En particulier, la Rihla de Mohammed al-Saffar, un récit d'ambassade en France effectué en 1845. Cette Rihla, ce récit de voyage, rédigé peu après la cuisante défaite d'Isli,
Cette rihla décrit la France, en particulier Paris. Élément touchant, elle est parsemée de mots en dérision. Je vais vous en citer quelques-uns en vrac. Babbour, Chouali, Botat, Ghararf, Magana, Darba, Carrossa, Brawat, Alchin ou le Tchin, Zorange, Bezbouz, quelque chose comme Kachina, on dirait plutôt aujourd'hui Cousina, hein? Darbouz, Sbetarat, Qawi, etc. Autant de mots qui fixent une identité, qui proclament à l'adresse des lecteurs implicites à l'intention desquels le récit a été rédigé, à savoir le sultan Moulay Abdelrahman et les membres de son entourage. Ces mots proclament « Je suis marocain, nous sommes marocains ». Quelle surprise, quel plaisir de les rencontrer, ces marqueurs de solidarité et de complicité. C'est évidemment ce que dévoilent aussi les écrits littéraires qui paraissent de nos jours, en arabe ou en français, et sans aucune exception, me semble-t-il. Leurs auteurs ne peuvent faire autrement que de révéler leur identité. Et quand bien même ils essaieraient de la dissimuler, elle surgirait malgré eux, subrepticement, à la faveur d'un mot quand ils écrivent, ou d'un accent quand ils parlent. De ce point de vue, tout écrit littéraire, en français ou en arabe, indique sa marocanité. La dérija, d'une façon ou d'une autre, trouve le moyen de s'y insinuer. Avant d'aller plus loin, il convient de préciser que la littérature marocaine est jeune, très jeune. Elle date approximativement des années 50, du siècle dernier. Hein. On cite à ce propos la boîte à merveilles d'Ahmed Safrioui et Fittofola de l'enfance de Abdelmajid Ben Jelloun, parus tous deux en 1954. Est-ce un hasard si dans les deux ouvrages, est-ce un hasard s'il s'agit dans les deux ouvrages de la description de la période de l'enfance? Ce n'est pas tout. Est-ce un hasard si cette date, 1954, est proche de celle de l'établissement des registres de l'état civil, l'hala al-madaniya? L'obligation de s'y inscrire date, je crois, de 1950. Les deux œuvres que je viens de mentionner ont une allure autobiographique. Elles sont en quelque sorte le certificat de naissance de la littérature marocaine moderne, des extraits d'actes de naissance de cette littérature. Nous savons comment se présente la sphère arabophone, marquée par le partage de fonctions entre l'arabe classique, la fusha, et la dérija. La dérija est riche de son héritage, poèmes, proverbes, récits exemplaires. Elle est l'idiome de la parole courante, de la publicité, des paroles des chansons, du cinéma, du théâtre aussi. Mais elle est réticente quant à l'écrit et elle ne présente pas de grands textes fondateurs. Mentionnons toutefois des textes comme les quatrains de Abdelrahman al-Majdoub, XVIe siècle, que Taïb Siddiqui a élevé au rang de chef-d'œuvre théâtral. Qu'en est-il de la littérature classique? La littérature dite classique. J'entends les vénérables ouvrages anciens.
On les voit bien rangés dans les bibliothèques, mais on ne les fréquente pas souvent. Sont-ils difficiles d'accès? C'est à voir. Les biographies anciennes, les livres d'histoire, à titre d'exemple, les chroniques de Tabari, 3e siècle de l'Hégire, ainsi que son commentaire du Coran, sont très accessibles. Quiconque a suivi un enseignement, même rudimentaire, peut, en fournissant un minimum d'efforts, les aborder. La difficulté surgit avec la poésie ancienne et les textes de haute tenue littéraire, les maqamats par exemple. Impossible de les lire sans un commentaire, sans des explications en bas de page. Le commentaire apparaît comme une traduction de texte qu'on dirait, en exagérant quelque peu, composée dans une langue non pas étrangère, mais étrange, si l'on tient compte de leur thème, de leur lexique et de la tournure de leurs phrases. Ils sont généralement vocalisés avec soin. Ce qu'il faut préciser, c'est que la nécessité du commentaire pour aborder la littérature classique n'est pas un phénomène nouveau. C'était aussi valable autrefois, peut-être dès le départ. Mais quel départ? Les contemporains d'Abou Temmam, 3e siècle de l'Hégire, d'Al-Mutanabbi, 4e siècle, ne les comprenaient pas sans d'amples explications. Parfois, c'est le poète lui-même qui se chargeait d'éclairer son œuvre. Al-Hariri était le premier commentateur de ces maqamats, ou séances. De ce point de vue, c'était un auteur gâté, son ouvrage ayant fait l'objet d'une vingtaine de commentaires. Sans parler de l'illustration iconographique. Al-Hariri, 11e siècle, ces maqamats ont fait l'objet d'illustrations, de miniatures. Plusieurs peintres ont représenté les maqamats de Hariri. Ce qui est un phénomène qui était plutôt singulier. Donc, la poésie en Fusha et selon Derija, je pense au Malhoun, aux Ajal, me semble coexister sans susciter de controverse. Il n'en est pas de même du roman. Je n'ai personnellement pas connaissance d'un roman marocain écrit en dérision. Est-ce que vous avez déjà eu entre les mains un roman marocain écrit en dérision? Je ne pense pas. J'ai eu un jour entre les mains un roman égyptien en ammiya, en dialecte égyptien. Mais ce cas est plutôt rare. Ceci dit, il y a eu une longue controverse entre les tenants de la ammiya et les tenants de la Fusha en Égypte à un certain moment. Tawfiq al-Hakim a même évoqué ou appelé au choix de ce qu'il appelle une troisième langue, n'est-ce pas, qui ne serait ni la Fusha ni la ammiya. Voilà. Mais ça, c'est une autre question. En règle générale, dans un roman, les événements relatés sont en langue arabe ou Fusha, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des dialogues des personnages? Dans quelle langue doivent-ils parler? Quelle est la langue de leurs paroles? La Fusha ou la Darija? Nous sommes là en face d'un problème délicat. Un vieux problème qui n'est pas près d'être résolu. Des romanciers font parler leurs personnages en Fusha,
c'est ce qu'on constate dans la trilogie de Naguib Mahfouz. La trilogie se compose de Bayn al-Qasrayn, Qasr al-Sawq et al-Sukkariya. Ce choix, le choix de la Fusha pour les dialogues, ce choix, pour certains, ne semble pas naturel. La spontanéité, la vivacité de l'échange verbal, en un mot, le réalisme, en prennent un coup. En revanche, tout lecteur arabe, à quelque pays qu'il appartienne, comprend ce qu'ils disent. D'autres romanciers optent pour leur propre dialecte. C'est ce qu'on constate dans l'œuvre de l'écrivain soudanais Tayyib Saleh. Ces personnages parlent en soudanais. Bon. Les passages dialogués de ces récits sont assurément expressifs et pleins de vie. Mais uniquement ou principalement pour le lecteur soudanais. Situation énervante pour le lecteur non soudanais qui ne comprend guère ce que disent les personnages, qui se sont frustrés, trahis même. Il n'abandonne certes pas la lecture, mais il reste sous l'impression qu'une partie importante de l'œuvre lui échappe irrémédiablement. C'est un sujet que tout romancier, novelliste ou conteur doit gérer pour son propre compte. Il vit un dilemme. Soit faire parler un personnage comme un livre, ce qu'a fait Naguib Mahfouz dans Al-Thulathiyya, la trilogie, ce qui peut causer du désagrément, soit le faire parler dans le dialecte courant, mais son œuvre n'aura alors d'intérêt que pour une frange limitée de lecteurs, ceux de son pays. Voilà le problème. Là également, cette situation n'est pas nouvelle. Ce n'est pas un phénomène du XXe siècle. Non. C'est une vieille histoire. Presque aussi ancienne que la production littéraire arabe écrite. À en juger par les textes qui nous sont parvenus dès le début de l'époque abbasside. Al-Jahiz en est un témoin privilégié. En particulier dans son livre sur l'éloquence, Al-Bayan ou Al-Tabyin. Mais aussi dans son livre des avares, où il relate, entre autres, des anecdotes sur des personnages qui ont fait de l'avarice un mode de vie, un idéal d'existence. On est tout étonné d'apprendre, mais pourquoi s'en étonner, que la langue parlée à son époque, il a vécu entre le 2e et le 3e siècle de l'Hégire. Donc, on est étonné d'apprendre, tout étonné d'apprendre que la langue parlée à son époque diffère sur bien des points de l'arabe écrit, de la Fusha. Il déclare ouvertement, d'ailleurs, avoir utilisé des formes dialectales dans les anecdotes qu'il rapporte. Si dans ce livre, écrit-il, vous rencontrez une faute, parce que quand on écrit en Fusha, le risque qu'on court, c'est de commettre des fautes. En dérision, on ne commet pas de faute. En Fusha, on commet nécessairement une faute. Alors, Zahid donc dit, si dans ce livre vous rencontrez une faute, un vulgarisme ou une impropriété, sachez que nous les avons conservés parce que la correction grammaticale diminuerait l'intérêt de ces histoires en les faisant sortir du milieu où elles se sont passées. Il ajoute, cela ne se produit pas, bien entendu, quand nous rapportons les propos tenus par des avares précieux ou savants comme Sahl ibn Haroun et ses semblables. Quand vous racontez une nukta, vous ne la racontez pas en Fusha. Pas possible. Si vous la racontez en Fusha, vous la détruisez tout de suite. Voilà.
Donc l'histoire, l'anecdote, l'histoire drôle, la nukta, ne peut être dite que par la transgression de certaines règles de grammaire et de syntaxe, notamment la syntaxe de désinence, al-i'rab. Sinon, l'effet serait lourd et déplaisant. En faisant appel à la règle de convenance, Al-Jahid prévient toute forme de désapprobation de la part de ses lecteurs. Qu'on ne l'accuse pas d'ignorer les règles de l'écrit. S'il y contrevient, c'est qu'il y est obligé. On sent même dans cette mise en garde une revendication de la faute, lexicale, grammaticale ou syntaxique. Dès lors que le discours est attribué à tel personnage et s'harmonise avec sa façon habituelle de parler, habituelle. Mais très vite, dans le livre d'Al-Jahid, le langage écrit reprend le dessus et l'irruption du dialecte reste marginale. Al-Jahid n'était bien entendu pas le seul à agir de la sorte et à manifester ses scrupules. Tournons-nous maintenant vers les romanciers marocains francophones. Comment font-ils parler leurs personnages? L'idéal est d'éviter les dialogues ou de ne les reproduire qu'au style indirect libre. C'est, me semble-t-il, la solution optée par Abdelkbir al-Khatibi. Autrement, bonjour les dégâts. Je n'en dirai pas plus, n'ayant pas étudié cette question de près, si ce n'est dans la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. On lui avait reproché de s'adresser pour l'essentiel aux lecteurs français. Mais en 1954, date de l'apparition du livre. Bien rares étaient les lettrés marocains en mesure de lire un roman en français. En réalité, Safraoui s'adresse à deux types de lecteurs. D'une part, ceux qui savent le français mais ignorent l'arabe dialectal, et d'autre part, ceux qui savent les deux langues. Pour la première catégorie, pour le lecteur qui connaît le français mais ignore l'arabe, Safraoui suspend de temps en temps la narration afin d'expliquer les mots arabes disséminés dans le texte. Par exemple, sello. L'explication qu'il donne de sello, c'est farine grillée mélangée de beurre et de diverses épices. La traduction est correcte, n'est-ce pas? Bon. C'est Safraoui lui-même qui donne cette explication. Nzaha, une partie de plein air. Bon. Au demeurant, une liste de mots arabes contenus dans le texte figure à la fin du livre. En somme, il s'agit d'un livre bilingue. Entre autres fonctions, le narrateur exerce ici celle d'interprète. La traduction se limite cependant aux noms communs et ne touche pas les noms propres, qui, vous le savez, sont absolument intraduisibles. On ne traduit jamais les noms propres. Ça, c'est... Seuls les sobriquets échappent à la règle. Il en est ainsi de Hammoussa, rendu par pois chiche, l'élève le plus petit de taille de l'école. Bon. C'est l'explication donnée par Safraoui. Le lecteur non arabophone laissera dès lors échapper de nombreuses nuances que le lecteur bilingue saisira immédiatement. Bilingue, c'est-à-dire qu'il connaît le français et l'arabe, précisément l'arabe dialectal marocain. Ce lecteur a une attitude attentive et vigilante. Il détecte sans intermédiaire
la signification du nom propre et reconnaît en outre, derrière telle périphrase, le mot arabe correspondant que l'auteur n'a pas cru bon de citer. À titre d'exemple, une longue lanière de viande de conserve. Qu'est-ce que c'est une longue lanière de viande de conserve? Hein? Oui. Hein? Oui, c'est ça. Donc, le lecteur bilingue traduit tout de suite une longue lanière de viande de conserve en khlier. Le couscous au sucre et à la cannelle est une quoi? Hein? Une sfa, hein? Non? Bon. Le nom bilingue ne participe pas à ce plaisir de la traduction et au comique involontaire qui l'accompagne. On s'aperçoit alors que le dialectal est une composante essentielle du roman et qu'il contribue à l'effet général. Soit dit en passant, la boîte à merveilles ne peut être traduit en français, en arabe, que par un Marocain. Un Libanais ou un Égyptien risque de se fourvoyer et de passer à côté de la signification exacte du texte, à moins qu'il ne soit un parfait connaisseur du dialecte marocain. Le lecteur bilingue se livre ainsi à ce qu'on pourrait appeler un voyeurisme linguistique, tout à fait étranger au non bilingue. Voyeurisme qui se manifeste particulièrement dans les scènes de dialogue. Si un personnage dit « Dieu te comblera de ses bienfaits », le lecteur traduira aussitôt par « que Dieu te comblera de ses bienfaits ». La traduction que fait le lecteur, c'est quoi? S'il dit, cette fois, c'est un personnage féminin, Lelle Zoubida, à qui Fatma a offert 2 beignets. Elle lui dit, Fatma, pourquoi t'es-tu dérangée? Comment le lecteur va traduire Fatma, pourquoi t'es-tu dérangée? علاش تكلفتي, par exemple. علاش تكلفتي. S'il dit Dieu éloigne de toi le mal, cela se convertira en Baïd blanc. C'est une expression du langage féminin. Un homme ne l'emploiera jamais. Jamais vous n'entendrez un homme dire Baïd blanc. De même qu'il y a des expressions masculines qu'une femme évitera nécessairement. Le nom du mari en particulier. Il est désigné comme étant l'homme, Rajul, ou Huwa. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont changé. N'oubliez pas que le roman de Sfrioui date de 1954. Il en résulte ceci. En écrivant, le romancier traduit les dialogues de l'arabe vers le français, alors que le lecteur pratique l'opération inverse en traduisant ces mêmes dialogues du français vers l'arabe. La lecture vraie, je souligne vraie, non, je ne sais pas si elle est vraie, qui correspond à la singularité de l'écriture, semble être le privilège du lecteur qui maîtrise les 2 langues de l'auteur. Mais la lecture du non bilingue, quoique limitée, n'est pas fausse pour autant. Elle est tout simplement différente. S'agissant de Sfrioui ou de tout autre écrivain marocain, il est nécessaire quand on l'étudie, de tenir
compte aussi de la langue du lecteur. Cela nous amène à nous demander si l'écrivain marocain est satisfait de sa langue d'écriture. Ça sera ma conclusion. Donc je vais bientôt terminer. L'arabophone ne se pose en général pas la question. Personne ne reprochera à un arabophone d'écrire en arabe. Quant aux francophones, on le blâme parfois d'écrire en français. Qui se permet de le critiquer? Un Marocain? Un Maghrébin? Pas vraiment. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. L'écrivain Mohamed Dib, dans un livre d'essai intitulé L'arbre à dire, ça date de 1998, rappelle une question qu'on lui pose souvent. Comment se fait-il que vous écriviez en français? Il note qu'elle émane chaque fois de français. Elle émane chaque fois de français. Avant d'ajouter, jamais Algérien ne me l'a posé, cette question, ou un quelconque étranger. Dib insiste là-dessus. Au cours de prises de parole en public, j'ai été chaque fois censément querellé de la sorte, et donc chaque fois par un Français. Voilà, me semble-t-il, une belle illustration du titre de l'un de mes livres. Tu ne parleras pas ma langue. À en croire Mohamed Dib, un Français se définirait par sa réticence, sa réserve à voir un étranger écrire en français. C'est ce qu'on comprend. Pourquoi écrivez-vous en français? Ça signifie que vous ne devriez pas écrire en français. Vous devriez écrire dans votre langue, en arabe. Si c'est votre langue, voilà. Essayons d'expliquer tout de même cette attitude qui paraît paradoxale, voire incroyable. Ne sommes-nous pas fiers du rayonnement de notre langue? Notre devoir n'est-il pas de la diffuser et d'encourager ceux qui désirent l'apprendre? Certainement. Et nous œuvrons en conséquence, en faisant preuve d'un esprit de tolérance remarquable. Mais les philosophes, Abdeslam Ben Abi Ali l'a rappelé, se méfient de la tolérance. Les philosophes se méfient de la tolérance car ils y voient une entorse par rapport à l'égalité dans la relation. La tolérance, c'est l'attitude d'un grand à l'égard d'un petit. Elle signifie au fond, tu es dans ma maison, tu peux y circuler à l'aise, mais n'oublie pas que tu es dans ma maison. Autrement dit, tu es un invité dans ma langue. Autre exemple observé il y a quelques années, un Marocain publie un roman. Il a publié un roman. Un écrivain français en a rendu compte dans un journal. Et il en a dit du bien. Et parmi ces remarques élogieuses, il y a celle-ci. Dans ce roman, pas une seule faute de français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu ne parleras pas ma langue. Voilà. Voilà que l'éloge devient une sorte un rejet, n'est-ce pas? On te repousse dans ta langue. Voilà, tout est dit dans cette appréciation. Elle signifie, sans que son auteur s'en aperçoive, son auteur ne s'en est pas aperçu. Ça signifie, tu ne parleras pas ma langue. Inconsciemment, c'est ça.
Il y a un autre exemple, pour ceux qui aiment Nathalie, elle s'appelle Nathalie Nothomb, dans Stupeur et tremblement. La narratrice travaille dans une entreprise japonaise et un jour, des invités arrivent dans l'entreprise, alors elle les accueille, elle leur dit des gentillesses en japonais. Et quand ils sont partis, son patron l'appelle et lui dit « Quand il y a des invités, ne nous parle plus jamais en japonais. Tu ne parleras pas ma langue. » C'est un roman très intéressant de ce point de vue et même d'autres points de vue. Bon, donc tu ne parleras pas ma langue. Les choses sont pourtant plus complexes. Revenons à ce qu'évoquait Mohamed Dib. La désapprobation du public français de son écriture en français le met mal à l'aise. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on lui pose cette question. Il y voit une forme de rejet. Mais cela ne relève pas nécessairement de l'égoïsme de son public. On pourrait l'interpréter différemment. On pourrait l'interpréter comme une défense généreuse de la différence, comme un appel au respect des langues marginales, des langues étrangères, une volonté de contrecarrer leur exclusion, de lutter contre leur affaiblissement ou effacement par telle ou telle langue dominante. C'est là un sujet qui mérite qu'on y revienne avec davantage d'attention. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Philippe, pour ce que vous avez partagé avec nous. C'était extrêmement riche et j'aimerais ouvrir des questions. Il y a des questions dans la salle à poser à ceux qui lisent. Première question est toujours difficile à venir, donc cherchons quelqu'un de courageux. C'est votre première question. Oui. Ma question est sur le dernier point dont vous avez parlé, les langues écrites en arabe et en français. Et si je me réfère à le titre de votre livre, je parle toutes les langues, mais en arabe. Ma question, c'est comment parler toutes les langues, mais en arabe? Ah, comment parler toutes les langues, mais en arabe? Ben, il faut lire mon livre, je parle toutes les langues, mais en arabe. C'est la réponse. Mais un Français peut dire je parle toutes les langues, mais en français. Pas. Et un amazighophone peut dire je parle toutes les langues, mais en tamazight. C'est un jeu de mots. Hein. Ça signifie que quelle que soit la langue que vous parlez, votre langue maternelle, votre langue première, surgit, apparaît. Vous ne pouvez pas la masquer. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas la masquer. Bon, par exemple, moi, quand je parle le français, je roule le R. Donc ça, c'est rien à faire. Ah, je ne peux pas faire autrement. Quand j'écris, je pourrais peut-être masquer mon origine. Mais pas toujours. Il y a des auteurs qui cherchent à masquer leur origine. Par exemple, Jacques Derrida efface toute trace de son origine algérienne. Il est né en Algérie. Donc il écrit
comme un Parisien, pas comme un Parisien. Seulement, raconte-t-il, dans un moment d'émotion, l'origine algérienne surgit. Par exemple, quand il se met en colère. Pas, voilà. L'accent le trahit. L'accent le trahit. Donc, quelle que soit la langue d'écriture, notre langue maternelle apparaît. Vu que vous nous avez invité à lire votre livre, je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir à la toute première page. Ah. Et vous avez choisi de le commencer par pour un écrivain, changer de langue, c'est écrire une lettre d'amour avec un dictionnaire. Ah oui. Est-ce que tous les écrivains francophones, est-ce que tous les écrivains marocains, au final... Oui, les écrivains avec un dictionnaire, c'est ça. Il dit avec un dictionnaire. Je la relis. Pour un écrivain, changer de langue, c'est écrire une lettre d'amour avec un dictionnaire. Eh bien oui, les écrivains marocains francophones écrivent des lettres d'amour avec un dictionnaire. Sauf, enfin, s'ils ont fait le lycée Moulay Youssef, s'ils ont fait le lycée Descartes, ils écriront sans dictionnaire. Ils n'auront pas besoin de dictionnaire. C'est... Oui. Bonjour. Bonjour. Avant tout, je tiens à vous remercier de cette opportunité que vous nous offrez, de nous visiter et partager avec nous tant de connaissances. Alors ma question pour vous, c'est que je voudrais avoir votre avis par rapport à l'écriture, totalement en arabe marocaine, et votre avis de la langue marocaine en tant que langue littéraire. Mais il y a un partage des fonctions entre l'arabe fosha et le darija. Un partage des fonctions. Et je crois que la part du lieu appartient à la darija. Bon, la fosha, c'est la langue de l'enseignement, c'est la langue de l'administration, c'est la langue des événements officiels, n'est-ce pas? Mais la darija, c'est la langue de tous les jours. Et la darija s'insinue partout, même dans l'enseignement. Par exemple, les professeurs d'arabe, ils ne parlent pas tout le temps en fosha. Hein? Ils mêlent des mots de la darija ou des expressions de la darija dans leur discours. Alors, mais le problème de la darija, c'est qu'on associe la littérature à l'écriture. D'ailleurs, le mot littérature, au sens étymologique, signifie écriture, l'écriture. Alors, est-ce que la darija s'écrit? Oui, elle s'écrit, on peut l'écrire, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en entrant dans une librairie, on trouve des livres en darija? Non. Est-ce qu'en allant dans un kiosque, on trouve des journaux en darija? Par ma connaissance, n'est-ce pas? Mais il y a eu des tentatives, je crois. Oui. Et puis, autre chose. Une littérature a besoin de textes fondateurs. Bon, les Français, ils ont leurs textes fondateurs. Racine, Molière, La Fontaine, Victor Hugo, n'est-ce pas? Des textes qui ponctuent l'histoire de leur littérature et qui sont des repères, n'est-ce pas, historiques et linguistiques. En arabe, il y a aussi des textes fondateurs, en arabe classique. Bon, j'ai cité tout à l'heure la poésie classique, les maqamat.
Bon, ceci dit, un livre comme Alf Lila ou Lila, comment était-il au départ? Au départ, c'était un texte indien. Il a été traduit en persan. Et du persan, il a été traduit en arabe, vers le 3e siècle de l'Hégire, donc le 9e siècle. Et les historiens nous disent qu'on n'a pas trouvé la trace de cette traduction initiale en arabe. Mais les historiens nous disent qu'elle est sûrement différente de celle que nous lisons aujourd'hui. D'ailleurs, le manuscrit le plus ancien des Mille et une nuits date du XVe siècle. Et il est en dialectal. Et oui, en dialectal. Et en dialectal. Enfin, donc, vous voyez que dans certaines formes de littérature, le dialectal s'impose. Mais est-ce qu'on peut parler de textes fondamentaux quand il s'agit du dialectal? Parce que les textes fondamentaux sont en rapport avec l'école, avec l'enseignement. Citez-moi des textes fondamentaux en dérision. À part peut-être celui que j'ai cité, les quatrains de Abdelrahman el-Majdoub. Citez-moi des textes fondamentaux. On se dit, mais quels sont les textes fondamentaux écrits en dérision? Voilà. Ceci dit, personne ne vous empêche d'écrire un roman en dérision. Mais est-ce qu'il y a des lecteurs pour les lire? Est-ce que la société est prête à l'accepter? Est-ce qu'on vous lira? S'il y avait des lecteurs pour lire en dérision, eh bien les auteurs écriront en dérision. Donc ce n'est pas seulement un problème d'écriture, c'est aussi, et peut-être surtout, un problème de lecture. Il faut qu'il y ait des lecteurs. Ce sont les lecteurs qui décident de la langue de la littérature. Ce sont les lecteurs. J'ai répondu un peu? Oui. J'ai encore. Oui. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est quand vous voulez. Bon, on regarde. Donc, on a Youssef. Après, comment tu t'appelles? Aïla. Youssef, Aïla, et ensuite on. Donc, ma question est concernant la question qui a été posée à Mohamed Teb de pourquoi vous parlez, qui a été posée constamment. Pourquoi vous parlez, pourquoi vous écrivez en français et parlez français. Donc, est-ce que vous avez dit que cette question, elle renvoie à un certain rejet de la part de notre culture vis-à-vis de l'utilisation de leur langue. Donc, est-ce que cette question-là ne peut pas être perçue comme une question rhétorique à laquelle les Français veulent juste ressortir et rabaisser, ressortir l'insuffisance de la langue arabe, qui est peut-être pas vrai, ou bien aussi l'insuffisance et le rabaissement de cette langue arabe. Et justement, c'est pourquoi les arabophones ont recours à une autre langue que l'arabe. Pourquoi les arabophones? Non, en fait, est-ce que cette question n'est pas juste une question rhétorique? C'est la question de pourquoi vous écrivez en français. Est-ce que ce n'est pas juste une question rhétorique dont le but est juste de rabaisser la langue arabe et faire montrer son insuffisance? Vous savez, quand on étudie un auteur, la première chose à savoir, c'est où est-ce qu'il a fait ses études premières. Moi, personnellement, j'ai fait mes études, ma première année, c'était en 53 ou 54. On avait
5 heures de français par jour et 2 heures d'arabe par jour. Je crois que c'était suffisant, n'est-ce pas? On était au primaire assez fort dans les deux langues. On pouvait écrire une rédaction, sabiha comme on dit, dans les deux langues. Et à ce moment-là, les élèves étaient bilingues. Ils étaient bilingues. Ils arrivaient à se débrouiller dans les deux langues. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais du moment que j'ai suivi un enseignement bilingue, je pouvais donc écrire dans les deux langues. Et à l'époque, le slogan était « il faut écrire en arabe ». N'est-ce pas? Donc, j'ai continué, tout en faisant des études de littérature française, j'ai continué à m'intéresser à l'arabe. Et je me suis mis à écrire en arabe. En fait, je me suis mis à écrire en arabe. On m'a demandé de participer à des conférences, à des colloques, et c'est comme ça que je me suis mis à écrire en français et en arabe. C'est en faisant des conférences, en participant à des colloques que j'ai pu écrire, et que je continue d'écrire, n'est-ce pas? Et là, je change de langue selon le public. Si j'ai un public de Français, je ne vais pas leur parler en arabe, n'est-ce pas? Je vais lui parler en français. À des arabophones, je vais parler en arabe. Une fois, j'ai commis une grosse erreur. J'ai parlé à un public d'arabophones de l'écrivain arabe Al-Jahiz. Dans un amphithéâtre, il y avait les étudiants de la littérature arabe. Et j'ai fait mon discours en français. Alors là, c'était vraiment étrange. Je crois qu'ils n'ont pas saisi un mot, et moi je parlais dans le vide, n'est-ce pas? Donc, je dis ça pour montrer que le public, le lecteur, joue un grand rôle, n'est-ce pas? Joue un grand rôle. D'abord, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier pour vos paroles. Merci d'avoir fait ce thème, d'avoir abordé ce thème. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'on donne beaucoup d'importance au débat des langues? Peut-être Allah Azza wa Jal قال في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني أن الله عز وجل اختار اللغة العربية كلغة للقرآن من أجل هدف محدد وهو أن يفقهه العرب لأنهم آنذاك كانوا يشقنون اللغة العربية. يعني pour moi le but de langue c'est de s'exprimer, c'est de transmettre des informations. Ah oui, ça importe, parce que la langue dans laquelle on écrit, on s'intègre à l'histoire de cette langue, à la littérature de cette langue, à l'évolution de cette langue, n'est-ce pas? Quand on écrit en arabe, on commence par la droite ou par la gauche? Par la droite. Donc voilà une façon de s'intégrer à la langue arabe, n'est-ce pas? Et puis, c'est une question vitale. C'est pas seulement un moyen d'expression, c'est un engagement. On s'engage quand on écrit en arabe. Ça peut même paraître comme un acte politique d'écrire en arabe ou d'écrire en français. C'est un acte politique, pas, au sens large. Non?
D'après vous, est-ce qu'il faut créer plusieurs langues arabes officialisées pour chaque pays ou bien il faut revoir la langue arabe fosha qu'il faut juste mettre à jour pour qu'elle soit capable de s'exprimer librement Bah, aujourd'hui? c'est là la grande question. C'est là la grande... Et j'ai bien précisé que ce n'est pas seulement une question du XXe siècle, c'est une question, c'est une vieille question, aussi vieille que la langue arabe. Alors, et ça rejoint ce que vous disiez. Faut-il écrire pour l'ensemble du monde arabe ou juste pour le pays dans lequel on vit? Faut-il écrire juste pour les Marocains ou pour tous les locuteurs arabes ou en arabe? Ah, là, la question. Cette question n'a pas été résolue. Et ça m'étonnerait qu'elle le soit. Ça m'étonnerait qu'elle le soit dans les prochaines années, en tout cas. Ça m'étonnerait. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite qu'il faut officialiser une langue pour chaque pays, qu'il faut qu'elle ait un grammaire, un vocabulaire et qu'ils enseignent dans leurs écoles. C'est mon avis. Je ne sais pas. Le débat reste ouvert. En fait, hier, on a pu discuter un peu d'un texte de Michael Coperson qui a parlé de vous. Et j'ai un peu cherché sur cet homme et j'ai trouvé qu'il a pu traduire les séances d'Al-Hariri. Il a dit que certains passages sont intraduisibles et ou encore difficiles à traduire. Est-ce que vous pouvez en fait nous expliquer pourquoi l'arabe est aussi difficile à traduire, ou peut-être difficile à traduire? Bon, parce que c'est une langue, enfin l'arabe classique, l'arabe littéraire classique, est une langue, comme j'ai dit, non pas étrangère, mais étrange. Enfin, elle est étrange. Bon, nous sommes habitués aujourd'hui à lire en arabe. C'est facile. Quelqu'un qui a son certificat d'études primaires peut lire un journal en arabe, du moins les grands titres. Bon. Mais pour lire la poésie ancienne, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un apprentissage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'enseigne à l'école, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Il y a un lexique à apprendre, il y a une grammaire à apprendre, une rhétorique à connaître. Enfin, il y a des codes qu'il faut connaître. Et ce qui fait qu'il est inimaginable d'aborder un poème classique sans qu'il y ait des notes de bas de page. Inimaginable. Bon. Michael Cooperson, il a entrepris un travail colossal, un travail de titan, en traduisant les séances de Hariri. Mais il a choisi pour chaque séance, il y en a 50, il a choisi pour chaque séance un type d'anglais. L'anglais de tel pays, ou l'anglais de tel auteur, Mark Twain par exemple. Et
c'est ainsi. Donc c'est en même temps une traduction et comment dire, une entreprise littéraire, n'est-ce pas? C'est de la littérature. Une recréation des maqamat de Hariri. Ouais. Ceci dit, il y a des traductions il y a une traduction faite il y a assez longtemps qui a suivi le mot à mot du texte, n'est-ce pas? Donc il existe. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un peu. En fait, vous avez dit que la littérature marocaine a commencé dans les années 50. Donc, pourquoi a-t-on attendu tant d'années pour commencer la littérature marocaine? Et après, quand on dit littérature marocaine, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'arabe, puisque c'est notre première langue. Alors que la littérature marocaine a commencé par le français. Elle a démarré. Je parle de la littérature moderne. Je ne parle pas de la littérature en général, parce que la littérature marocaine, elle est ancienne. Elle est séculaire, millénaire même. Mais je parle de la littérature moderne, qui a démarré en 1954. En fait, auparavant, il y a eu un roman écrit en français, n'est-ce pas? J'ai oublié le titre, je l'ai cité dans mon livre. Mais disons officiellement, enfin pas officiellement, pour simplifier, que c'est en 1954. Mais cette date est la date du premier roman en français et du premier roman en arabe. C'est ça ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Donc c'est la naissance de deux formes de littérature marocaine, une en arabe et une en français. 1954, ça fait maintenant combien d'années? 60 ans, 70 ans, quelque chose comme ça. Oui. Je vais prendre une dernière question. Je sais que la liste que j'ai sous les yeux est longue, donc je vais faire des questions, je suis désolé. Tu as de la chance, c'est toi la première sur la liste. Merci. Alors, ma question, c'est que les auteurs marocains, quand ils écrivent avec une autre langue, est-ce qu'ils sont en train de marginaliser Ils sont en train de marginaliser et négliger leur langue, ou c'est une sorte de découverte d'une autre culture, vu que la langue fait partie d'autres cultures? En fait, ils ne choisissent pas. Les écrivains ne choisissent pas. Ils sont obligés d'écrire soit en français, soit en arabe, selon l'enseignement qu'ils ont suivi. Il y en a qui choisissent. Il y en a qui ont le choix. Ceux qui ont été bilingues dès le départ, n'est-ce pas? Ceux-là, ils peuvent écrire indifféremment dans les deux langues. Mais les francophones du lycée Descartes écrivent nécessairement en français. Et les arabophones du lycée Moulay Youssef, j'en parle parce que j'étais Bon, je ne sais pas comment est l'enseignement aujourd'hui, mais ils écriraient en arabe, peut-être aussi en français, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'étais un élève du lycée Moulay Youssef. Et j'en garde un excellent souvenir. Très bien, donc on va clôturer cette rencontre. Merci beaucoup. Merci de votre générosité, de tout ce que vous avez partagé. Merci à vous tous pour les questions et désolé pour tous ceux à qui je n'ai pas pu donner la parole. Peut-être pour finir, vous savez qu'à Maher Center, on accorde énormément d'importance à la promotion de la lecture chez les jeunes. Le jeune marocain, de façon générale, est généralement assez fâché avec le livre. Et est-ce que vous auriez un mot à dire à ces jeunes que vous avez en face de vous pour peut-être les encourager à aller plus vers la lecture, vers la littérature, et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est les gens qui, non pas qui lisent, mais qui ne lisent pas.
Bon, les gens qui ne lisent pas s'étonnent que des gens lisent. Et les gens qui lisent s'étonnent que des gens ne lisent pas. Voilà, c'est ça le... Enfin, mais je me souviens, quand j'étais tout petit, que j'ai découvert la littérature. C'était la littérature américaine que j'avais découverte au départ. J'avais cela se passe au Canada ou bien au Nevada, je sais pas, au Far West. Et je me disais, mais ceux qui ne lisent pas, ne connaissent pas tout ça, quel malheur pour eux de ne pas connaître ce que je connais moi. Bon, je me disais ça ingénument. Dans mon milieu, j'étais le seul à lire, n'est-ce pas? J'étais le seul à lire. Et j'avais comme un secret l'idée que j'étais le seul dans ma famille, dans mon milieu, à lire. Et là, comment est-ce qu'on devient lecteur? J'ai parlé de comment on devient écrivain. Il faut aussi se demander comment on devient lecteur. Je crois que c'est pas en donnant des conseils aux gens qu'on les encouragerait à lire. Non, les conseils ne servent à rien. Il y a chez l'enfant, un jour, il fait une rencontre. Il fait une rencontre avec un livre. Il tombe amoureux d'un livre. Et alors, commence son histoire avec la lecture. La lecture, au départ, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et dès qu'on commence à aimer, on continue à aimer. On ne s'arrête pas d'aimer. Donc, tout est dans la rencontre. En amour, c'est la bonne personne. Et en littérature, c'est le bon livre. Il faut tomber sur le bon livre qui vous orientera pour toujours vers la littérature. Alors, comment faire? Comment faire pour opérer cette rencontre? Je ne sais pas, je pose la question, hein, je vous la pose. Comment peut s'opérer cette rencontre? Vous pouvez intervenir. Hein. Est-ce que vous avez déjà été pris de passion pour un livre? Donc vous êtes une lectrice, voilà. Vous êtes un lecteur. Voilà. Oui. C'est ça, c'est une question de passion. Une question de passion. Ce n'est pas une question de patience, mais de passion. Voilà. On ne peut pas forcer quelqu'un à lire. On ne peut pas le forcer à lire. Ou il fait de la même façon qu'on ne peut pas le forcer à aimer. Voilà. Il faut qu'il découvre le livre, son livre de lui-même, avec ses propres moyens. Voilà. Donc, il faut une rencontre. Je vous souhaite de faire de belles rencontres. Merci. J'ai été très heureux de cette séance. J'ai saisi une écoute, une belle écoute, et l'échange qui a suivi mon exposé était riche et m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en écoutant les étudiants réagir à mon exposé. Et je les en remercie.